fait. C'est le but de ces vidéos, c'est de savoir qu'est-ce que concrètement on fait, comment est-ce qu'on donne à nos enfants la meilleure alimentation possible et comment on peut les accompagner vers cette alimentation-là si ça n'est pas celle qu'ils ont aujourd'hui, parce que la transition va être compliquée. Alors d'abord, par alimentation, qu'est-ce qu'on veut dire? Parce que alimentation, on l'a dit au début, ça peut être manger de la viande blanche ou de la viande rouge, supprimer les bonbons, etc. Ça peut être des petits trucs comme ça, qui peuvent passer pour des effets de mode, parce que parfois on va dire le sucre c'est pas bon, le sucre c'est bon, la viande rouge, ouah, quelle horreur, la viande rouge, les enfants en ont besoin. On peut écouter à droite, à gauche, divers sons de cloche et être complètement perdu. Là, ce que je veux essayer de vous donner, c'est pas des trucs que vous pouvez trouver par ailleurs comme vous voulez, mais vraiment avoir une vision globale de qu'est-ce que c'est l'alimentation et de quoi on parle quand on parle de l'alimentation et plus spécifiquement celle des enfants. Donc on a vu l'enjeu de l'alimentation, c'est que les enfants soient en bonne santé. Déjà, nous en tant qu'adultes, on a fait des bêtises. On a déjà pour beaucoup une vitalité moindre par rapport à celle de nos parents et de nos grands-parents. Et donc, on lègue à nos enfants, quand ils viennent au monde, une vitalité encore plus inférieure. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit avoir une alimentation adaptée pour renforcer la vitalité de nos enfants, pour qu'ils soient plus tard des adultes en bonne santé et en bonne santé aussi affective, parce que les deux sont liés. On sait depuis quelque temps que l'intestin est lié au cerveau. Bon. Et que les émotions passent aussi par l'intestin autant que par le cerveau. Donc quand on est en mauvaise santé, qu'on ne digère pas bien, qu'on a les intestins lourds, forcément au niveau affectif, ça se ressent. Mais même sans aller jusque-là, les addictions, si on donne des addictions à nos enfants, l'habitude de manger beaucoup de sucre, c'est l'addiction la plus fréquente. Est-ce qu'on vit heureux avec des addictions? Moi, je ne crois pas. Avoir une addiction, qu'elle soit à la cigarette, ou au sucre, ou à l'alcool, ou au fromage, à la charcuterie, à partir du moment où on a quelque chose dont on ne peut pas se passer, qu'on mange en quantité démesurée par rapport à nos besoins et par rapport à notre santé, on est forcément sous dépendance de quelque chose, quelle que soit la chose, on est forcément en déséquilibre émotionnel et affectif. Et ça, on ne peut pas souhaiter ça à nos enfants. Alors ça ne veut pas dire ne pas en manger, je ne tiendrai jamais ce discours-là, on peut se faire des plaisirs. Mais entre s'autoriser à se faire un plaisir et être sous contrôle de l'aliment et ne pas pouvoir s'en passer, là, la différence est très 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 importante. C'est-à-dire si je me dis, aujourd'hui, ces jours, tu vas pouvoir manger, on dit à notre petit, aujourd'hui, 4 heures, tu as droit à des bonbons. C'est ton jour de plaisir, tu choisis tes bonbons, on va les acheter ensemble et tu vas manger des bonbons. Là, on s'autorise un plaisir. On est content déjà d'avant, on va les choisir avec les yeux et on est content quand on les mange. C'est la même chose si on s'autorise aujourd'hui un bon gâteau au chocolat. Aujourd'hui, je vais dans une bonne pâtisserie et je m'achète un bon gâteau au chocolat. Mais là, je me l'autorise. Et si on est dans l'addiction, on a la plaquette de gâteau de chocolat ou 3-4 plaquettes de chocolat dans le placard, et tous les soirs, on mange sa plaquette de chocolat, on ne peut pas s'en passer, on n'arrive pas à faire autrement, on culpabilise avant, on culpabilise pendant, on culpabilise après. Là où est le plaisir? C'est de l'addiction, il n'y a plus de plaisir. Parce que c'est un plaisir, c'est pas un plaisir, on est coupable, on le fait parce qu'on se sent obligé, on lutte contre, il n'y a plus aucun plaisir réel. Voilà, donc la différence est là. Donc je ne vais pas dire on supprime les plaisirs, mais on lutte et on essaie d'éviter les addictions. Et ça, c'est une grande partie. Alors, plus concrètement, on en revient à l'alimentation, qu'est-ce que c'est? Alors l'alimentation, il y a une partie que tout le monde connaît, on en a tous entendu parler, c'est les besoins, fameux besoins journaliers de nos enfants, les nôtres également, les besoins en sucre, en gras, donc glucides, lipides, protéines, besoins en vitamines, besoins en minéraux. Ça,
on ne va pas y revenir. Je ne vais pas vous faire un cours de nutrition, on sait tous qu'on a besoin de tous ces aliments-là. De tous ces éléments-là. On sait bien qu'on est utilisé par ces chers industriels et manipulé avec les céréales enrichies en vitamines, en calcium, en fer, etc., en oméga 3, pour pouvoir en consommer plus et puis choisir cette marque-là parce qu'il y a ça en plus. On n'a pas besoin de ça. Si on mange de façon équilibrée, on a tout ce qu'il faut dans son assiette sans aller acheter les céréales machin, le beurre bidule enrichi, etc., etc. Donc ça, on ne va pas y revenir. Mais l'alimentation, ça n'est pas que ça. Tout ça, on l'a dans nos assiettes, on le sait. L'alimentation, ça va être la qualité de ce qu'on mange. Et la qualité, c'est un sacré thème. On va y revenir. Ça va être les quantités. Et surtout, au-delà des quantités, ça va être quand est-ce qu'on mange et combien de fois on mange et sur combien de temps, ce qu'on va appeler le rythme alimentaire. Et au-delà de tout ça, pour englober encore tout ça, donc on va avoir la qualité des aliments, la quantité, la fréquence et puis l'amplitude pendant laquelle on mange. Et on va voir au-delà de tout ça les conditions dans lesquelles on mange, l'environnement dans lequel on mange, l'environnement, le cadre, l'environnement émotionnel, familial. Et tout ça, tous ces thèmes-là jouent autant que la quantité de lipides, de protéines, de calcium, de vitamine D, parce que ça, on l'a dans ce qu'on a dans l'assiette. Alors, vous voyez qu'on est loin de manger de la viande rouge, manger du sucre, etc. Tout ça, c'est primordial. Parce que finalement, entre acheter du sucre roux ou du sucre blanc, si les deux sont industriels, c'est pas ça qui est important. C'est la qualité des aliments. C'est-à-dire d'où ils viennent, comment ils sont fabriqués, est-ce qu'il y a beaucoup d'additifs à l'intérieur, est-ce qu'ils sont très transformés ou pas. C'est ça l'essence de la question. Après, manger de la viande rouge ou pas, c'est pas le sujet non plus. Si on achète une très bonne viande chez un boucher dont on est sûr, ou chez un petit producteur qu'on connaît même parce que c'est notre voisin ou c'est dans le village d'à côté, il élève ses vaches, il fait sa viande. Ou alors on va chez son boucher, on sait qu'il achète la viande dans telle et telle filière, on est sûr de la viande. Eh bien, on peut acheter une très bonne viande rouge et ça sera mieux que d'aller acheter du poulet au supermarché, qui sera du poulet de batterie. Voilà un des exemples, la qualité de ce qu'on met dans son assiette. Et c'est avec ce genre de choix qu'on va constituer et aider nos enfants à grandir en leur constituant un organisme sain et fort, ou dégénérés qui commencent à développer des maladies chroniques. Alors, premier thème, les deux premiers vont aller ensemble, la qualité et la quantité. Donc, j'ai déjà un petit peu évoqué le souci des aliments transformés. Est-ce que ce qui était un aliment de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Pourquoi est-ce que les deux vont ensemble? Parce que vous pourrez tous l'expérimenter. Quand on mange un aliment qui est de bonne qualité, forcément ça va de pair, on est rassasié plus vite. Et on a un sentiment de stop en fait. C'est-à-dire qu'on est rassasié, on arrive à un moment donné à ne plus avoir faim. Quand on mange des aliments très transformés, très raffiné, on n'a pas ce sentiment d'être rassasié, il n'y a pas de stop. Alors faites l'expérience avec par exemple un bon pain maison fait au levain ou un bon pain traditionnel avec une farine complète au levain acheté chez un bon boulanger et le super pain de mie en grosse tranche, on ne donnera pas de marque, il y en a plusieurs, bien moelleux, parfois il est même vendu sans croûte pour que ça soit bien plus mou, plein d'air. Vous donnez ça à un enfant, vous le mangez vous allez voir qu'il va être capable de manger 4, 5 ou 6 tranches de pain de mie, même tout petit, même si l'enfant est tout petit, alors qu'un pain au levain,
ben, il va manger un petit morceau et il n'en voudra plus. Et chez vous, ça va faire la même chose. On va manger un bon pain au levain, on va vite être rassasié, le pain est plus dense, il est plus nourrissant, et à un moment donné, l'organisme va dire stop. Il y a des indicateurs qui disent, ça y est, on en a assez. Mais ça veut dire quoi, on en a assez? Pas on est au bord de la crise de foie, ou pas bon, on trouve ça pas bon. Non, stop, on a ce qu'il faut. On a eu tous nos nutriments qu'il nous faut, et puis ben, stop. C'est ça le sentiment de plus faim. Le sentiment de plus faim, c'est quand l'organisme a reçu ce dont il avait besoin. Et il dit stop, ça y est, j'ai ce qu'il faut. Et avec les produits raffinés et très transformés, industriels, on n'a pas cette sensation-là. Les paquets de céréales, on peut en manger la moitié d'un paquet, on grignote, on mange, les enfants peuvent en manger. Et on n'aura pas ce sentiment-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut dedans. Donc, l'organisme ne sait pas prendre ce qu'il lui faut, donc on peut continuer. Physiologiquement, il y a un mécanisme qui est certain, quand on a eu ce dont on a besoin, on n'a plus faim. Et qu'avec ces produits-là, ce phénomène-là n'arrive pas. Voilà, ça c'est une des premières conséquences de l'obésité, du surpoids et des addictions. C'est le fait de manger des mauvais aliments quand ils sont très raffinés et très transformés. On n'a pas ce cas-là avec les aliments bruts. Alors qu'est-ce que c'est les aliments bruts? Eh bien tout simple. Quand vous avez votre bébé qui naît et commence à prendre le lait maternel, donc là, pas de souci, c'est le lait de la maman. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec son bébé? On va aller tous les mois chez le pédiatre. Et à un moment donné, c'est le pédiatre qui va vous dire, ça y est, vous pouvez commencer à le faire manger à la petite cuillère. Et par quoi on commence? On va commencer par des purées de légumes, d'un seul légume. Alors par exemple, on va commencer avec la purée de carottes et on va donner au bébé une petite cuillère de purée de carottes la première fois pour le faire goûter. Et puis après, on va lui donner une petite cuillère de haricots verts ou une petite cuillère de petits pois dans l'ordre dans lequel on va vous dire on va vous conseiller de commencer par certains légumes ou par certaines choses. Alors que ce soit des purées maison ou des purées achetées. Acheter, c'est pas l'idéal, mais encore c'est très contrôlé, peu importe. On donne le goût à l'enfant des aliments un par un, nature, sans sel. On fait très attention à ça. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon de les manger pour que ça soit bon pour la santé. C'est pas une éducation, c'est pas uniquement parce que son estomac est pas prêt. C'est parce que c'est la façon de s'alimenter. Ensuite, on va passer aux purées de fruits, aux petites compotes nature. On va commencer à lui donner de la pomme. Après, on va passer à l'abricot ou à la poire, toujours nature. Et on éduque le goût des enfants avec des goûts nature, avec des choses simples. On se donne tout ce mal-là et au final, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'il est un peu grand, on va dire « Allez, c'est la fête. Tu vas avoir ton premier McDo. » Je sais, il ne faut pas dire des marques, mais en général, c'est ça. Ou ton premier Coca, ou les deux. Et là, on va l'emmener manger son premier fast-food et ça sera la fête. Comme si c'était une finalité d'arriver à être capable de manger ces cochonneries-là. Et c'est là que la catastrophe commence. On s'est donné beaucoup de mal à lui donner des aliments sains pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et d'un coup, patatrac, allez. Et là, c'est le summum, feu d'artifice, ou c'est pour l'anniversaire, ou un dimanche de sortie en famille. Et là, on va se régaler avec lui et lui faire goûter son premier hamburger. Eh ben non. Non. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas lui faire goûter, il ne faut pas faire des enfants qui sont complètement désocialisés, mais on a aussi une éducation à faire sur la qualité de ce qu'il mange. Si on lui fait goûter en lui disant tu as le droit de goûter, tu as le droit d'aimer ça, mais tu continues à manger tes carottes, à manger tes haricots verts à côté, et lui continuer à lui donner le goût de ces aliments-là, continuer à faire que ça fasse partie de son quotidien en beaucoup plus grande quantité que les hamburgers ou les fast-foods. Ce n'est pas une finalité d'être capable de digérer un fast-food, au contraire. Ça peut être un petit plaisir si on aime ça, mais il faut que l'enfant sache depuis tout petit que ça n'est pas bon pour lui et qu'il peut de temps en temps, s'il veut, mais que ce n'est pas la base de l'alimentation et ce n'est pas une finalité et la fête hallucinante d'aller manger ça. Voilà. Alors, il y a
Une petite anecdote, vous avez peut-être pas tous vu, mais il y a quelques années, quand mon fils en tout cas était petit, c'était quand mon fils était bébé, il a maintenant 23 ans, il y avait une publicité du fameux McDonald's, on peut le dire, où on voyait un bébé, un mignon petit bébé, qui se balançait dans sa petite chaise, de petit cosy comme ça, là, qui faisait une petite balancelle. Et à un moment donné, je ne sais plus à quel niveau il était, en haut ou en bas, peu importe, il faisait un grand sourire. Et quand il arrivait de l'autre côté, il était tout triste. Et il remontait, grand sourire, etc. Et on voyait à la fin qu'en fait, il souriait quand il voyait l'enseigne de McDonald's. Et ça, alors, c'était mignon, on trouvait ça drôle, moi la première. Mais un jour, je me suis rendu compte, à peu près à la même époque de la publicité, on arrivait dans la ville où j'habitais en France en voiture, et mon fils était dans son siège à l'arrière, il était tout petit aussi, pas bébé, mais il était petit, il ne savait pas lire. Et il était encore en maternelle, vraiment, oui, encore, oui. Je pense, je n'ai plus de souvenirs exacts. Et on arrive à l'entrée de la ville, il y avait un grand supermarché et la grande enseigne du fast-food en question. Et là, on s'est rendu compte, j'étais avec un ami, c'est lui qui m'a fait remarquer, qui m'a dit, je voyais le gamin qui s'agitait, moi je conduisais, je ne faisais pas attention, derrière tout content. Et en fait, il reconnaissait l'enseigne. Voilà. Alors ça, mea culpa, c'est moi qui l'ai emmené. Et il trouvait ça chouette. Ce que je vous ai dit qu'il ne fallait pas faire, je l'ai fait. J'étais contente la première fois d'emmener mon fils au McDo et de lui faire boire son premier coca. C'était comme ça. Sauf que maintenant, je sais que c'était pas ça. Depuis, il s'est bien racheté. Voilà. À ma décharge, on faisait ça, mais en même temps, j'allais au marché tous les samedis. Je revenais avec des kilos et des kilos de légumes et je cuisinais mes soupes et mes purées pour la semaine que je mettais au congélateur. Donc, il mangeait, à côté de ça, il mangeait sainement. Et c'est certainement ce qui l'a sauvé, qui fait qu'il est en bonne santé et qu'il a une bonne vitalité. Mais voilà, il faut le savoir que ça n'est pas bon et il faut le dire aux enfants. Donc, la qualité et la quantité, on y revient, ça va de pair. Il faut faire attention de donner à ses enfants des aliments bruts. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va manger la carotte crue collée dans l'assiette. Vous verrez dans les recettes qu'il y a des façons de faire, de préparer pour que les enfants aiment, se régalent. Mais il faut qu'ils aient le goût des aliments de la nature. Il faut qu'ils sachent ce que c'est le goût de la carotte et qu'ils sachent l'apprécier, le goût du petit pois et qu'ils sachent l'apprécier, le goût d'une bonne viande rouge et le goût d'un mauvais poulet, qu'ils sachent faire la différence. Et ça, c'est le rôle des parents de faire cette éducation-là à leurs enfants. Nous sommes responsables de l'éducation du goût de nos enfants. Et ça va de pair avec leur santé, leur vitalité. Deuxième point super important, le rythme alimentaire. Alors qu'est-ce qu'on entend par rythme alimentaire? Tout le monde le sait, on ne doit pas grignoter. Ça, c'est dit à la fin des publicités à la télé, c'est dit par tous les médecins, tout le monde le sait, on ne doit pas grignoter, on ne doit pas manger entre les repas et les enfants ne doivent pas grignoter. Alors c'est vrai que les enfants ont besoin de manger plus souvent que les adultes. Pourquoi? Parce que vous voyez un enfant est plein de vitalité, plein d'énergie et toute la journée, il va se dépenser 10, 20, 100 fois plus que nous. Un enfant, il ne va pas marcher, il va courir, il ne va pas parler, il va crier. Il va bouger les bras, il va s'agiter sans arrêt, il va se dépenser beaucoup plus que nous. En plus, il a besoin de plus d'énergie parce que une journée d'école, c'est long, et puis il faut le faire travailler. Le cerveau, il est en pleine phase d'apprentissage, ça demande énormément d'énergie. Et puis, ils ont des grandes journées, ils ont le sport à l'école, et puis ils grandissent. Et le fait de grandir, ça demande aussi de l'énergie, se développer, grandir, grossir, fabriquer du muscle, fabriquer des os. Donc tout ça fait, mis bout à bout, que les enfants ont besoin de manger plus souvent dans la journée. Donc ils vont avoir le petit déjeuner, le déjeuner, un goûter, un dîner. Impératif. Mais les enfants sont constitués comme nous. Ils ont un organisme, un appareil digestif qui, comme la totalité de notre corps et de notre tête, ont besoin d'avoir du repos. Pourquoi est-ce qu'on demanderait à notre organisme de digérer quasiment 20 heures par jour? C'est pas possible. Nous, on ne peut pas s'imposer 20 heures de travail par jour, tout le temps. On ne tient pas le coup, on s'use. Le système digestif, il est fait exactement de la même façon. Si on demande à son système digestif d'être en digestion, c'est-à-dire de travailler 20 heures par jour, il va s'épuiser, il va moins bien fonctionner, on va moins bien assimiler,
on va moins bien éliminer les déchets et on va déclencher des tas de petites pathologies qui peuvent devenir graves. Et ça commence dès la petite enfance. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que on doit faire attention à ce que nos enfants aient une bonne amplitude de repos, déjà de sommeil, ça c'est aussi un sujet, les enfants doivent dormir entre 10 et 12 heures. Et pendant ces 12 heures, au minimum, l'organisme doit être en repos digestif pour être occupé à grandir, à se nettoyer, à faire d'autres choses que digérer. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le dîner, on ne doit pas le prendre à 21 heures. Alors c'est vrai que nous, on a un rythme de fou, les adultes. Mais on ne doit pas entraîner les enfants dans ce rythme de fou. Et on doit aussi s'organiser pour eux et faire en sorte qu'un enfant doit prendre son dîner au maximum à 19h30. Ça, là, je vous donne un chiffre précis. Pour qu'un enfant ait le temps de se coucher tôt, de se reposer et de se lever en forme et de digérer de façon correcte, il faut que le dîner soit pris au maximum à 19h30. Je dirais même 19h, mais là, vous allez me dire « Ah, c'est pas possible, on n'est pas rentré du travail. » Ben ouais, mais après, il faut chercher des solutions. Alors après, si vous optez pour des accompagnements individuels, c'est aussi ce que je fais avec les personnes que j'accompagne. On cherche ensemble des solutions. Il y en a toujours des solutions. Il y en a plus dans deux têtes que dans une. Pour arriver petit à petit à l'organisation optimale et donner un cadre de vie correct à ses enfants. C'est important. Les enfants ne doivent pas s'adapter à notre rythme de vie. On fait des enfants pour les élever le plus correctement possible et on doit adapter notre rythme de vie autour de leur rythme de vie pour qu'ils aient une bonne santé et une belle vie. C'est la moindre des choses. Donc, le rythme alimentaire, c'est manger le plus tôt possible le soir. Et autre chose importante, on n'oblige jamais un enfant à manger quand il n'a pas faim. Un enfant est un petit organisme tout neuf et lui, il est encore capable de savoir s'il a faim, s'il n'a pas faim et de quoi il a besoin. Alors, c'est vrai qu'en commençant à les emmener au McDonald's très petits, au McDonald's ou dans tous les fast-food, McDonald's s'en prend plein la tête, mais il y en a beaucoup d'autres. Ça peut être des tacos, des pizzas, enfin j'en passe et des meilleurs. En l'habituant à ce genre d'alimentation, on gratte son capital et son instinct et on l'amenuise et on fait que l'enfant petit à petit n'a plus cet instinct-là et n'est plus capable de savoir ce qui est bon pour lui. Mais au départ, un enfant, quand il est tout neuf, tout frais moulu, il est capable de savoir s'il a faim et qu'est-ce qu'il doit manger. Donc on n'oblige pas un enfant à manger. Et alors, ça ne veut pas dire qu'on lui passe ses caprices. Genre, j'aime pas ça, et ben c'est bon, t'aimes pas ça, t'en manges pas, mais t'as rien d'autre. Et t'attends le repas suivant. Ça fait partie de l'éducation. Ah ouais, ça fait un peu vieille France, c'est un peu dur. Mais c'est comme ça qu'on préserve l'instinct de son enfant et sa capacité à savoir quand il a faim, quand il n'a pas faim. Si on lui passe toutes ses caprices et qu'on tombe dans le caprice avec l'alimentation, on va y venir après dans les conditions d'alimentation. Là, on lui fait plus de mal que de bien. Mais dans les grandes règles de base, on n'oblige pas un enfant à manger. Alors, on ne le met pas, oui, deuxième chose importante, on ne met pas un enfant au régime non plus, même s'il est en surpoids. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va le laisser manger tout et n'importe quoi comme il veut, mais on ne va pas le priver. On ne met pas un enfant en sous-calories, concrètement, puisque souvent régime, ça veut dire, c'est ça, on compte ses calories, bien d'accord, et on va dire, bon, tu as besoin de tant de calories, tu dois maigrir, donc on va te mettre en sous-apport calorique pour que tu maigrisses. Ah ben non, avec un enfant, on ne fait pas ça. On met en danger sa capacité de développement, sa croissance, de façon très très grave. Donc on ne met pas un enfant au régime. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas lui dire, tu ne manges plus de bonbons, mais à la place, on va lui donner autre chose aussi. Donc le rythme alimentaire, c'est laisser du temps de repos à l'organisme de façon correcte pour qu'il ne s'épuise pas, l'organisme et le système digestif. C'est permettre à nos enfants de dîner le plus tôt possible. C'est ne pas obliger nos enfants à manger quand ils n'ont pas faim.
et c'est ne jamais mettre un enfant au régime, c'est-à-dire en sous-apport calorique. Les conditions. Alors là, il y a beaucoup à dire sur les conditions, parce que les conditions, ça va être quoi? Ça veut dire, ce qu'on fait souvent, un aliment égale une récompense. Et bien ça, c'est non et c'est non. Un aliment n'est pas un outil de pression affective ou de levier affectif sur un enfant. Un aliment n'est ni une récompense ni une punition. Un aliment, c'est quelque chose dont on en a besoin pour être en bonne santé et pour fonctionner, c'est tout, et c'est le seul discours qu'on doit tenir à nos enfants. On doit leur expliquer pourquoi les carottes sont bonnes pour la santé et ce qu'il y a dedans. On doit leur dire qu'il faut boire et expliquer ce que c'est s'hydrater et pourquoi. Mais on ne doit pas lui dire « Oh ben t'as été gentil, alors si tu fais ça et que t'es gentil, t'auras une glace. » Eh ben non, t'es pas gentil, t'es privé de dessert, tu sors de table. Non. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Un enfant doit avoir dans ses repas ce dont il a besoin et on ne doit pas s'en servir de pression. C'est pas un support éducatif, l'alimentation. L'alimentation fait partie intégrante de l'éducation, mais pas l'inverse. Alors, ça, c'est le premier point. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? C'est-à-dire, si on donne des aliments récompenses ou si on considère que des aliments sont des punitions, ben, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Eh ben, il va avoir l'habitude d'aller au fast-food. C'est bon le fast-food, on est content, c'est quand on est en famille, c'est quand on a une récompense, donc c'est synonyme de joie, de je me fais du bien, je suis dans un cadre affectif sympa. Et puis à côté de ça, quand je suis à table, eh ben, les haricots verts, je ne vais pas les manger. J'aurais pas envie de les manger, ça va être la punition de manger les haricots verts, ça va être la punition de manger les légumes en général. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'enfant? Ça, c'est ancré toute la vie. Tous les légumes, je les mange par obligation parce que je sais qu'il faut, ou je m'oblige, ou c'est le médecin qui va m'obliger, ou c'est maman qui m'oblige, c'est la punition. Et à côté de ça, quand j'ai besoin de me faire un plaisir, quand j'ai besoin d'un peu de douceur, quand j'ai besoin de compensation, je vais m'octroyer une pizza, un fast-food, une douceur sucrée, du chocolat, etc. Et là, on tombe dans un amalgame d'affectifs, d'alimentation et d'aliments. Et là, ça débouche tout de suite sur des addictions alimentaires. Voilà. Et c'est comme ça qu'on devient addict au sucre, addict au fromage, à la charcuterie ou à n'importe quoi. Mais un aliment ne doit pas être une addiction. Et là, qu'est-ce que c'est quand on a une addiction? C'est un déséquilibre affectif et émotionnel. Et comment est-ce qu'un enfant qui a déjà des addictions, et donc un déséquilibre affectif et émotionnel, puisque c'est ça, peut être un adulte équilibré émotionnellement? Déjà non. Et puis comment va pouvoir transmettre ça à ses enfants? Ça va être compliqué aussi, puisque de toute façon, il n'aura pas connu l'équilibre. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On n'utilise pas un aliment ni comme récompense, ni comme punition. Jamais. Par contre, qu'est-ce qu'on fait qu'on ne fait pas? On doit préserver le déroulement des repas et de la prise alimentaire comme un moment privilégié de partage, de convivialité et de réunion familiale, parce que c'est ça, les repas aussi. Et ça commence au moment de la préparation des repas. On doit impliquer les enfants dans la préparation des repas et on doit prendre nos repas avec les enfants. Un enfant n'a pas à prendre son repas tout seul, n'a pas à se préparer son repas tout seul parce qu'il a faim et puis que rien n'est prêt. Parce que maman n'est pas rentrée du travail ou parce que X raison. Un enfant doit manger à table avec ses parents d'un repas qui est préparé en famille. C'est très, très, très important. Alors je ne dis pas, évidemment, c'est la petite maison dans la prairie, c'est le cadre idéal, tout le monde ne peut pas faire ça toute l'année. Mais déjà, si on commence à faire ça les week-ends, ou un repas par jour, ou les week-ends et le mercredi, quand les enfants n'ont pas cours, mais déjà trouver des solutions pour que
on partage le repas en famille, que ce soit un moment où on raconte sa journée, un moment où on est dans un environnement serein, tranquille, un moment de partage familial, on ne peut pas dire mieux, c'est que ça, c'est un moment de partage familial. Et l'alimentation doit être ça. Et pas une compensation affective ou une récompense ou une punition. Et effectivement, un des piliers et un des clés pour arriver pour les enfants qui n'ont pas eu cette habitude-là, vous allez me dire, grande question, comment est-ce que je fais manger des légumes à mes enfants? Ils n'aiment pas les légumes, je n'arrive pas à leur faire manger des légumes. Eh bien, la clé, elle est là. On achète les légumes avec lui, on prépare le repas de légumes avec lui et on mange les légumes avec lui ou avec eux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire ça tous les jours, mais si déjà on fait ça une fois par semaine, eh bien déjà, on a quelque chose de gagné dans l'histoire. Et là, déjà, on fait déjà un grand pas en avant et il n'est jamais trop tard pour rattraper ça. Jamais, 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 quel que soit l'âge des enfants, même avec des adolescents. Voilà, donc là, on a vu les piliers importants de l'alimentation. Vous voyez qu'on est loin de manger de la viande rouge ou de la viande blanche ou du poisson ou supprimer les sucreries, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on fait attention à la qualité des aliments qu'on achète et on essaie de supprimer au maximum les aliments transformés, raffinés, industriels. Et de là, en découler la quantité de façon totalement naturelle. Pas obligé de limiter les enfants ou de les pousser, ça va se faire et se réguler tout seul la quantité. Deuxième point, le rythme alimentaire, on fait attention que les enfants aient un temps de repos, de sommeil important et que ça corresponde à un temps de repos digestif. Donc on prend son dîner le plus tôt possible le soir. On n'oblige jamais un enfant à manger, on ne le met pas au régime et on n'utilise jamais les aliments ni comme récompense ni comme punition. Par contre, le temps des repas et la préparation des repas doivent faire l'objet de moments privilégiés en famille et doit se prendre en famille. Voilà, là on a toutes les clés sur l'alimentation pour les enfants. Maintenant, dans les vidéos prochaines, on va décliner des thèmes un peu plus précis. On va voir le petit déjeuner avec des recettes, le goûter avec des recettes, les légumes et qu'est-ce que j'avais préparé d'autre? Il y en avait d'autres. Le petit déjeuner, le goûter, les fruits, les légumes et tout ce qui est matière grasse. On trouvera tout ça dans les vidéos suivantes avec des recettes. À très vite.